Alors, bonsoir à tous. Là, il est 19h02 et je crois que nous allons démarrer avec notre rencontre. Et je suis Ezekiel Takam, le président de l'Observatoire euro-africain de l'intelligence artificielle. Il s'agit d'un think tank qui œuvre pour une culture de dialogue entre l'Afrique et l'Europe au sujet de l'intelligence artificielle et de ses enjeux. Les enjeux sociaux, les enjeux éthiques, les enjeux politiques. Et dans cette série de conférences que nous vous proposons, nous sommes en collaboration avec le Rotaract. Je vais de ce pas passer la parole à Jeffrey, qui nous entend, le président du Rotaract Paris-Quai d'Orsay, qui va un peu nous briefer sur sa personne, son club et l'esprit du mouvement qu'est le Rotaract. Jeffrey, tu as la parole. Bonsoir à tous. Merci beaucoup de me donner la parole ce soir, Ezekiel. Donc, en effet, je suis le président pour cette année, donc l'année 2020-21, du club Rotaract Paris-Quai d'Orsay. Donc le Rotaract est affilié au Rotary. On est membre du Rotary International et donc on œuvre à travers différentes actions, à la fois sur le volet social, environnemental, mais aussi professionnel et l'éducation. Où donc, voilà un peu notre présence ce soir, pouvoir proposer des conférences enrichissantes sur des thèmes d'actualité. Merci beaucoup. Merci bien, Jeffrey. Je vais aussi rapidement passer la parole à Yacine, qui pourra nous dire 2-3 mots sur son club, le Rotaract Santé. Yacine? Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, désolé pour la caméra. Oui, bonsoir. Donc moi, effectivement, je fais partie également du Rotaract d'un autre club, Rotaract Santé, et j'ai aidé un peu Ezekiel dans l'organisation de ces conférences. Alors, pas cette dernière pour différentes raisons professionnelles, mais on avait lancé au début de l'année ce cycle de conférences, donc en commun avec Ezekiel, et bravo à lui d'avoir pu organiser celle-ci sans mon aide malheureusement cette fois-ci, mais en tout cas bien joué Ezekiel, hein, ça a l'air de bien marcher, donc voilà, bravo. Mais voilà, je tenais quand même à venir ce soir, voilà. Merci en tout Merci bien, cas, Yacine. bonne conférence à Merci. tous. Et merci à la conférencière du coup de sa présence ce soir. Merci. Alors là, nous allons entrer dans le vif du sujet. La thématique qui nous intéresse en cette soirée, c'est le numérique en temps de crise. Et il nous est donné de constater que pendant cette crise liée à la COVID-19 et au cœur des différentes mesures de confinement et de restrictions qui ont été mises sur pied, le numérique a joué un rôle très important, ne serait-ce en termes d'usage. Que ce soit au niveau des télétravaux, que ce soit les réseaux sociaux, les Zoom apéros, toutes ces initiatives qui ont intégré le numérique ont œuvré, n'est-ce pas, à la résilience dont nous faisons preuve et nous aident également à assurer cette continuité que nous souhaitons. Et ce matin, nous voulons réfléchir sur deux questions. Quelles sont les failles au niveau des infrastructures publiques, précisément dans les dynamiques de numérisation du Parlement, et quel est véritablement le potentiel du numérique en termes d'entraide, de data sharing, etc. Et pour répondre à cette question, nous avons ce soir le plaisir d'échanger avec la députée Paola Forteza, qui est entre autres l'auteur du rapport parlementaire sur la stratégie quantique de la France. Donc, madame, vous avez la parole et pendant sa présentation, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat qui est réservé. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un sujet sur lequel je travaille depuis plusieurs mois parce qu'on a vu que pendant cette crise, le numérique est devenu complètement central. On a tous passé par une numérisation de nos existences et il est devenu aussi très politique. Donc, je vais aborder plusieurs sujets, mais donc, le premier, c'est qu'au tout début du confinement, de cette crise, on a pu constater que le numérique a été un outil vraiment d'entraide, de solidarité. Il y a eu énormément de plateformes qui ont été développées par la société civile pour, par exemple, s'entraider pendant le confinement, pour voir s'il y avait des personnes qui avaient besoin d'aide et d'autres qui pouvaient, au contraire, la donner. On a eu des consultations en ligne, énormément de consultations
pour demander l'avis aux citoyens sur ce fameux jour d'après. On en a par exemple lancé une à l'Assemblée avec plusieurs collègues parlementaires. On a vu énormément d'innovations aussi qui ont montré que le numérique pouvait même sauver des vies. C'est-à-dire qu'en utilisant par exemple la technologie 3D, on a pu créer des respirateurs qui étaient voilà, ces éléments, ces équipements qui manquaient tellement à l'hôpital pour justement soigner du Covid. Et donc, on a vu toutes ces différentes initiatives bouillonner. Le numérique a servi aussi pour que, par exemple, les petits commerces en fait, diversifient leur activité pour qu'ils puissent, par exemple, faire de la livraison à domicile, voilà, pouvoir continuer à fonctionner même en temps de confinement, en temps de crise. Donc, le numérique a été très, très utile. On l'a vu aussi dans les foyers. On a tous commencé à regarder beaucoup plus de films, de divertissements en ligne. Voilà, le numérique est devenu vraiment incontournable pendant cette crise. Mais on voit aussi, on constate aussi les limites, notamment au niveau de l'administration centrale et du Parlement. On a vu que le gouvernement s'est beaucoup concentré sur le développement d'une application qu'on a appelée Stop Covid ou Anti-Covid, tous anti-Covid après, ça a été renommé. Et nous, très vite, on a constaté un peu les limites de cette nouvelle technologie de contact tracing qui posait énormément de questions éthiques et dont l'efficacité n'était pas prouvée. Et on a vu, voilà, plusieurs mois plus tard que finalement, ça n'avait pas donné les résultats espérés. Et donc, il y a eu une sorte de solutionnisme technologique où on a voulu utiliser le numérique comme une sorte de gadget, comme si une application pouvait, disons, sauver toute la société de ce qu'on était en train de vivre, alors qu'on aurait dû peut-être beaucoup plus se concentrer sur comment numériser les administrations pour assurer la continuité du service public en temps de télétravail, par exemple. On a vu que énormément d'administrations, comme par exemple l'éducation, la santé, la justice, les agents ont eu beaucoup de mal à travailler en télétravail parce qu'ils n'étaient pas équipés, ils n'avaient pas les ordinateurs sécurisés qui allaient avec, ils n'avaient pas les applications, donc les messageries sécurisées, les outils de vidéoconférence. Ça a montré à quel point on était dépendant de plateformes venant des États-Unis, comme Zoom, par exemple, sur lequel nous sommes aujourd'hui, alors que ça aurait été intéressant d'investir à ce moment-là, très vite, pour équiper non seulement les agents et les administrations, mais toute la population avec des outils hébergés en France, sécurisés, souverains, disons. Et donc, on l'a vécu de près à l'Assemblée nationale. C'est quelque chose sur lequel on s'est mobilisé très tôt. C'est que toute la procédure démocratique de la fabrique de la loi a été complètement bouleversée parce que la moitié des députés ne pouvaient pas être présents parce qu'il y avait des contraintes sanitaires compréhensibles. Mais du coup, on attendait tous de pouvoir avoir accès à des outils qui nous permettaient de travailler à distance, notamment de débattre en ligne et de voter à distance. Et donc ça, c'est des outils qui ont été mis en place dans d'autres parlements dans le monde, par exemple en Espagne, en Angleterre, au Parlement européen, ou même en Amérique latine. J'ai eu la chance de m'y rendre il y a à peu près un mois. Donc l'Amérique latine et les Caraïbes, c'est ma circonscription. Hein. Moi, je représente les Français de l'étranger qui habitent en Amérique latine. Et donc, j'ai pu voir là-bas, en Bolivie, au Chili, en Argentine, que les parlementaires travaillaient depuis chez eux et pouvaient, que ce soit en commission ou en séance,
débattre en ligne à travers des écrans géants qui étaient placés dans l'hémicycle et même voter à distance. Et donc là, au Parlement français, encore jusqu'à présent, 1 an plus tard, on voit qu'on n'a pas réussi à mettre en œuvre ces outils qui sont à disposition et qui sont facilement déployables. Donc, on a vu que toutes les discussions se sont concentrées sur un outil autour duquel il y a eu donc cette application, autour duquel il y a eu énormément de débats politiques dans l'opinion publique, il y a eu des débats à l'Assemblée, mais on a laissé de côté la question de la numérisation de l'ensemble des administrations, du Parlement et de la société en elle-même. Parce que notamment, une question qui nous a impacté énormément, c'est le passage au télétravail de façon massive. On l'a vraiment tous vécu. Et ça, ce qu'il faut qu'on commence à réfléchir, c'est que le télétravail n'est pas seulement une réponse un peu anecdotique ou épisodique à cette crise, mais qu'il commence à être vraiment un changement de la façon de travailler, des nouvelles formes de travail qu'il va falloir appréhender, qu'il va falloir intégrer dans notre quotidien et qui peut être très souhaitable. On a vu, il y a eu des sondages qui ont été faits, à peu près 2/3 des personnes qui sont passées en télétravail pendant le confinement aimeraient pouvoir continuer à télétravailler parce qu'ils ont trouvé que ça leur permettait d'avoir plus de flexibilité dans leur vie personnelle, que aussi il y avait un impact positif en termes d'environnement, en termes environnementaux, parce que les déplacements domicile-travail sont évidemment réduits et donc l'empreinte carbone de chaque travailleur est aussi réduite. Et que ça permettait, et qu'on a découvert qu'énormément de tâches qu'on ne pensait pas pouvoir être télétravaillables, finalement, l'étaient. Donc, ces personnes qui ont répondu à ce sondage disaient vouloir continuer à travailler, mais dans un modèle hybride, c'est-à-dire un maximum de deux jours par semaine. Et donc, nous, on s'est inspiré sur ça pour proposer un droit au télétravail de 2 jours par semaine, comme certains pays, notamment l'Allemagne, sont en train d'y réfléchir, parce que le cadre légal aujourd'hui en France dit que les employés peuvent demander le télétravail, mais c'est à l'employeur de l'accepter ou pas. Et donc, il y a toujours un dernier mot qui est garanti à l'employeur. Et donc, nous, on voudrait vraiment qu'il puisse y avoir un vrai droit au télétravail pour que ceux qui peuvent le faire et qui veulent le faire puissent évidemment le faire. Donc voilà, ces réflexions, tout ce qu'on a pu vivre pendant la crise, pendant le confinement autour du numérique a été très, très riche. On en voit les limites, on voit les potentialités et voilà, les promesses. Et donc, il faut vraiment continuer à réfléchir autour de ça. Un dernier petit commentaire pour qu'après on puisse passer peut-être au débat et aux échanges. Une question qui a été quand même bien appréhendée par le gouvernement, c'est le besoin de continuer à investir sur des nouvelles technologies, même en temps de crise. On peut se dire, maintenant l'urgence, c'est vraiment la politique sociale, c'est d'aider les personnes qui ne trouvent pas de travail ou qui sont au chômage, etc. Tout ça, évidemment. Mais il ne faut pas laisser de côté l'investissement dans les nouvelles technologies, et je pense notamment au quantique. J'avais eu la chance d'écrire un rapport là-dessus. C'est une nouvelle technologie qui peut nous aider en plus à résoudre toutes les questions liées à la crise sanitaire. Pourquoi ? Parce que c'est une technologie qui permet d'améliorer énormément les capacités de calcul, notamment de l'IA, voilà, des grandes masses de données,
et qui peut permettre de modéliser certaines molécules, par exemple dans le milieu de la santé, et donc améliorer les possibilités de développer des vaccins, par exemple, ou des solutions à l'épidémie. Ça peut permettre aussi d'améliorer tout ce qui est logistique, d'optimiser des parcours, d'optimiser des structures, des infrastructures. Et on voit à quel point dans des épidémies de ce type, c'est indispensable, notamment pendant la stratégie vaccinale, on a vu ça à quel point c'est indispensable de pouvoir bien gérer la logistique pour que chaque Français puisse avoir accès aux médicaments et aux soins dont il a besoin, que ce soit pour les tests, que ce soit pour les masques, que ce soit pour les vaccins. On a vu que la logistique devenait de plus en plus un besoin en termes de politique publique. Et donc là, on a vu il y a une dizaine de jours qu'il y a eu une grande annonce d'un plan pour le quantique de 1,8 milliard d'euros et qui est à peu près à la hauteur de ce que d'autres pays européens ont pu investir là-dedans et qui permet de ne pas rater, disons, ce virage technologique alors même que les États-Unis, la Chine avancent à grands pas autour de ces technologies. Donc voilà quelques enjeux, quelques sujets autour du numérique en temps de crise. Donc je n'ai fait que évoquer des têtes de chapitre, mais on pourra échanger plus précisément si vous avez des questions, des commentaires ou voilà, des échanges autour de ça. Merci bien, madame. Et merci pour cette présentation très succincte. Donc, je crois qu'à présent, nous pouvons ouvrir la discussion. Là, nous avons suivi la députée. Elle a eu à brosser ou du moins à évoquer certains points qui touchent justement à l'enjeu du numérique en temps de crise. Donc là, nous avons une première question qui a été posée dans le chat. Quel dispositif envisagez-vous par rapport à la guerre cyber pour accompagner les usagers et les entreprises et les assurances notamment? Donc là-dessus, il y a énormément de choses qui se font, notamment au niveau de l'ANSSI en France, qui ont, en fait, ça a été les premiers à dire, évidemment, les guerres cyber n'impliquent pas que des États, n'impliquent pas que le secret défense, n'impliquent pas que le militaire, ça implique l'ensemble de l'économie, notamment les infrastructures indispensables comme tout ce qui est énergie, eau, tout ce qui fait fonctionner des villes. Tout ça peut être attaqué aussi par des personnes malveillantes ou des États parfois et peuvent complètement paralyser un État. Donc, il ne s'agit pas seulement d'essayer de dévoiler, comme on en a un peu parfois l'image, comme dans des films, de dévoiler des secrets de défense, etc. On peut aussi aujourd'hui paralyser complètement des États, des villes, en attaquant des infrastructures cibles. Et la question ne vaut pas non plus que pour ces infrastructures importantes, mais aussi pour l'ensemble de l'économie, et notamment les petites entreprises, les petites et moyennes entreprises qui n'ont parfois pas les moyens en interne de sécuriser absolument leur SI. Et donc là, il y a beaucoup de travail qui est en train d'être développé par l'ANSSI avec des référentiels, avec des labels pour des outils ou des plateformes qui soient conformes et qui soient aux normes, disons, de l'état de l'art international et un accompagnement qui est fait au niveau presque individuel. Donc, moi, je crois qu'il faut accompagner, il faut financer encore plus les efforts de l'ANSSI. C'est très intéressant comment ils travaillent parce qu'ils font tout ça de façon assez très pédagogique.
et beaucoup en utilisant les réseaux sociaux, voilà, avec des sites qui sont très clairs et qui vous prennent par la main. Donc, moi, je dirais que voilà, une des réponses, c'est vraiment d'accompagner et de financer encore davantage les efforts de l'ANSSI. D'accord. Merci bien. Et y a-t-il d'autres questions? Peut-être en attendant les... D'accord. Madame Lupna, vous vouliez encore parler? Oui, bonsoir. Merci Bonsoir. de me Je donner la vous en prie. parole. Je vous en Bonsoir, prie. Madame Forteza. Bonsoir. Alors, j'avais une question. Vous avez fait part qu'il y avait un référentiel en ce qui concerne les sociétés de cybersécurité qui avait été défini par l'ANSSI. Oui. Et bizarrement, toute entreprise n'a pas… il y a une forme plutôt d'opacité par rapport à la visibilité des entreprises qui peuvent les accompagner sur ces sujets-là. Il n'existe pas encore de référentiel établi. C'est-à-dire que, par exemple, un gouvernement africain, aujourd'hui, s'il vient voir un diplomate franco-français et qui dit, voilà, je souhaiterais être formé, être accompagné sur les sujets du numérique, il n'existe pas une plateforme franco-française qui dit, ben voilà, nous avons un annuaire, un référentiel de qualité normé qui peut vous accompagner sur ces solutions. Ce sont des solutions franco-françaises et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et je me demandais comment et où avez-vous pu avoir l'information, parce que je suis spécialisée dans la cybercriminologie, cybersécurité dans un groupe. Je n'ai pas écho de cette information. Alors, je regarde là, je crois que c'est le site Cybermalveillance. Vous le connaissez? Oui. Là-dedans, il y avait un référentiel où c'est en cours de… C'est peut-être pas encore sorti, mais j'avais discuté. Il y a des bonnes pratiques. Oui, les best practices, c'est ce qu'on appelle l'ISO 27000. Oui, ouais. Effectivement. Il y a la définition des règles de qu'est-ce que vous avez besoin, comment vous devez procéder pour mettre en place des dispositifs. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais aujourd'hui, les sociétés… Pardon, je lis en même temps, je suis désolée, je vous coupe. Mais il y a là le label Expert Cyber. Vous connaissez ça? Alors, non. je vous envoie le lien. D'accord. Et donc, les entreprises sont labellisées et donc, il suffit, en fait, il faut s'assurer quand on contracte avec quelqu'un qui soit labellisé pour juste se rassurer sur le fait qu'ils suivent un peu l'état de l'art et les bonnes pratiques. Voilà. Donc là, il y a les informations. C'est tout métier confondu, donc si je comprends bien. D'accord. Ouais. J'ai une autre question, je vais vous embêter. Allez-y. Par rapport au quantique, je vous suis en ce qui concerne le rapport que vous avez fait, très intéressant. À votre avis, étant donné que le niveau de maturité du quantique n'est pas encore atteint, comment vous voyez les choses? Quel dispositif il manque pour pouvoir… parce qu'il y a eu la DLMA, la DLA qui a été mis en place, les 5 piliers de cybersécurité, avec l'accompagnement financier sur la partie quantique. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore des retombées? Alors, moi, ce que j'ai pu percevoir, mais c'est quelque chose qui impacte un peu tous les milieux parce que c'est un peu les mêmes, conclusions auxquelles était arrivé Cédric Villani quand il a fait son rapport sur l'IA. C'est qu'il manque un lien entre la recherche fondamentale et les industries. C'est-à-dire qu'en France, on est très bon parce qu'on s'est formé. Voilà, on a des cellules grises. Voilà, on a des gens très très intelligents qui, en recherche fondamentale, font des découvertes qui après impactent l'état de l'art au niveau international. Mais après, on n'a pas la capacité pour industrialiser en fait ces découvertes ou les faire passer à l'échelle. Et c'est en partie lié au fait du statut des chercheurs qui est très rigide en France. On voit par exemple aux États-Unis ou au Canada, même en Angleterre,
parfois en Allemagne aussi, que les chercheurs peuvent passer du secteur privé au secteur public, qui peut faire de la recherche et développer des startups en même temps, et qui peuvent passer de l'un à l'autre au long de leur carrière sans nécessairement perdre leur statut, perdre leur poste, perdre leur salaire. Donc ça, c'est des propositions qu'on a mis en place. Et il manque des lieux aussi. Donc, nous, on a proposé de créer des hubs où justement les entreprises, les industriels, les startups, les chercheurs puissent travailler ensemble pour prototyper des produits. C'est un peu une recherche, un savoir-faire qui manque un peu en France. Et le deuxième point, c'est la question du financement, l'accès au financement. Aux États-Unis, par exemple, il y a énormément de financements privés. En France, les financements pour ce type de choses viennent plus du secteur public, beaucoup du niveau européen, ou parfois même les entreprises ou les chercheurs nous disent que c'est très, très compliqué de pouvoir répondre aux appels européens parce que ça demande énormément de démarches administratives, etc. Et on n'a pas les capacités en interne, on n'a pas les ressources pour le faire. Donc, on a même perçu, on a même trouvé pendant le rapport énormément de lignes de budget européen qui n'étaient pas utilisées, qui étaient disponibles et qui n'étaient pas utilisées juste parce que les chercheurs ou les entreprises ou les startups déjà ne savaient pas qu'elles existaient ou n'avaient pas les compétences, les ressources, le temps en interne pour répondre à toutes ces masses et ces piles de formulaires qu'il faut avoir pour accéder au budget, pour le suivre et pour justifier derrière de l'utilisation de ces fonds. Donc, voilà à peu près les quelques freins ou les obstacles qu'on a pu percevoir lors de nos auditions. D'accord. Je vous remercie. Mais c'est très intéressant. J'ai suivi les commandes publiques et vous avez raison. Ce qui me paraissait bizarre, c'est pourquoi il n'y a que 15% des entreprises françaises qui y répondent. Ouais. Et les réponses que j'ai eues des politiciens, c'est qu'ils ne connaissaient pas les entreprises cybersécurité. Je vous remercie. Merci. Merci bien, madame. Et nous sommes également ouverts à d'autres interventions. Et peut-être en attendant que les participants se manifestent, je souhaiterais bien que l'on revienne un peu sur la question, ou du moins qu'on évoque aussi la question de la fracture numérique. Certes, que ce soit en Afrique ou en Europe, il est important, il est stratégique d'investir énormément, ou du moins d'investir de manière prudente sur la technologie. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces personnes qui sont en marge, ou du moins qui sont marginalisées par les processus de numérisation? On s'est rendu compte qu'avec le numérique qui a assuré la continuité pédagogique lors de la crise liée à la COVID-19, il y a pratiquement des élèves qui ont lâché parce qu'ils n'avaient pas des outils numériques à leur portée qui leur permettront de suivre des cours. Alors, vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous pensez de cette fracture et quelles sont les démarches ou du moins les dispositifs qui peuvent être mis sur pied pour justement gérer cela? Oui, donc ça, évidemment, c'est une question que je suis depuis longtemps. Il y a pas mal d'efforts qui ont été faits par l'État, notamment par une équipe qui s'appelle Mission Société Numérique, qui a essayé de réfléchir à cette question du point de vue territorial, c'est-à-dire de s'appuyer sur les acteurs locaux, donc que ce soit les mairies, les Fab Labs, les lieux de partage au niveau local pour dispenser des formations qui sont financées du coup par l'État et des activités, etc., à la portée de tous. Donc, moi, je crois que ça, c'est un effort qui ne fait que commencer avant que la crise n'arrive et qu'il faudra continuer à soutenir parce qu'on voit bien que tout le monde n'est pas égal face à l'accélération numérique, à la transition numérique. Et le fait qu'elle s'accélère en temps de crise ne fait qu'empirer ces fractures et ces inégalités encore plus en temps de crise économique et sociale, etc. Un autre axe, évidemment, c'est l'éducation au niveau de l'école. Il faut vraiment
apprendre aux enfants depuis le plus jeune âge à se saisir du numérique, non seulement sur les réseaux sociaux, etc., ou sur les jeux vidéo ou des trucs comme ça, mais aussi d'apprendre un peu à coder, par exemple, d'apprendre un peu à utiliser des outils qui ne sont pas ceux qu'on a l'habitude d'utiliser, les Google, les Facebook, etc., pour pouvoir aussi être plus flexible et pas être une proie évidente de ces GAFA. D'accord, merci. Et je vais rebondir aussi sur une autre notion, la confiance. Comment vous construisez la confiance avec le peuple? Je parle précisément dans le cadre des algorithmisations. Certes, on parle de la numérisation, mais il y a aussi l'aspect des algorithmes qui de plus en plus interviennent dans les prises de décisions publiques. Et ces algorithmes ont ceci de particulier qu'ils peuvent justement, avec les stratégies d'auto-apprentissage, d'échapper au contrôle des codeurs, des développeurs. Alors, comment se gère le rapport de confiance entre les citoyens qui deviennent bizarrement des sujets algorithmiques et les développeurs de ces algorithmes? Oui, donc ça, c'est vrai, c'est une question, la transparence des algorithmes que je travaille depuis longtemps, surtout par rapport aux réseaux sociaux, à la modération des contenus et au fait que ces plateformes aujourd'hui décident de ce qu'on voit ou des informations auxquelles on a accès parce qu'elle les trie, elle met en avant certaines informations et cache d'autres, etc. Et donc, tout ça se passe par ces algorithmes-là qui, comme vous le décriviez bien, sont de plus en plus des algorithmes de machine learning, etc., qui apprennent par eux-mêmes et qui évoluent alors que les développeurs eux-mêmes ont du mal à les maîtriser et donc à les expliquer. Donc, à un moment, les algorithmes eux-mêmes deviennent inauditables dans le sens où on a du mal à extraire du sens de ce qui se passe là-dedans. Donc, ce qu'on commence à réfléchir plus, c'est le fait qu'il faut plutôt demander l'ouverture des données, donc les données qu'on met en input et les données qu'on sort en output, disons, et que ça permet d'extraire une certaine responsabilité, c'est-à-dire est-ce que par exemple, quand on cherche quelque chose, on va, avec un mot-clé, on va tomber, il faut faire des statistiques, combien de fois on va tomber sur un certain type de contenu plus que l'autre. Donc, on peut arriver à des conclusions avec des statistiques, des données de input et de output, sans nécessairement avoir réussi à décrire ce que l'algorithme fait par lui-même. Donc ça, c'est un peu les recherches qu'on développe en ce moment avec des développeurs, avec des data scientists dans nos équipes. Mais évidemment que de plus en plus, surtout les grandes plateformes vont devoir être plus transparentes par rapport aux acteurs publics, que ce soit les régulateurs, que ce soit même des journalistes ou la société civile, des associations, pour soulever le capot, comme on dit, et pouvoir récupérer la confiance aussi, parce que je crois que c'est quand on comprend, c'est plus facile de faire confiance que quand on ne comprend pas et on sent que les choses nous échappent. Exactement. Et peut-être, est-ce qu'au niveau, puisque là, vous avez évoqué la question de la compréhension, est-ce qu'il n'y aurait pas des initiatives qui pourront justement mettre en dialogue ces développeurs et la société, c'est-à-dire le citoyen lambda? Est-ce qu'il y a des initiatives dans ce sens qui se mettent sur pied? Pardon, je n'ai pas compris la question, je suis désolée. Oui, je disais, est-ce qu'il y a des initiatives de dialogue entre les développeurs et les citoyens? Ah oui, donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on suit de près. Bon, il y a énormément d'associations qui travaillent là-dessus. Je pense par exemple à la Quadrature du Net qui essaye de faire de la pédagogie
sur les enjeux du numérique auprès du grand public. Il y a des partis aussi qui font ça, comme le Parti Pirate, par exemple, où on retrouve en leur sein des développeurs qui sont très mobilisés pour l'intérêt général. Nous, on avait organisé dans notre équipe ce qu'on appelait le bureau ouvert, c'est-à-dire que tous les vendredis, j'ouvrais mon bureau à toutes les personnes qui voulaient venir travailler avec mes équipes. Et en général, on avait beaucoup de développeurs et de data scientists qui venaient pour justement échanger avec des élus, avec d'autres citoyens, pour mettre en place des outils de participation citoyenne, de transparence. Et autour de ça, on a organisé des hackathons aussi, où voilà, on faisait que les développeurs et les data scientists échangent avec des citoyens lambda, comme on dit. Donc, il y a énormément d'initiatives, même au sein de l'administration. Il y a beaucoup d'équipes qui essayent de mettre à profit ces compétences techniques pour l'intérêt général. Je pense notamment aux entrepreneurs d'intérêt général. Voilà, c'est un programme, c'est un peu comme les fellows de Obama, qui donc mettent en place des défis en termes de politique publique et font appel à des développeurs, des designers, des data scientists pour les résoudre. Et donc là, on voit aussi l'échange entre ces compétences techniques et les agents de l'administration, qui ne sont pas toujours faciles parce qu'il y a toujours des blocages, un peu des incompréhensions parfois culturelles et dans les méthodes et dans les façons de travailler, mais qui, quand elles marchent, sont très utiles. Exactement. Merci. Bon, histoire de ne pas monopoliser la parole, je vais aussi ouvrir la possibilité à quelques interventions. D'accord. Et là, on nous signale que la députée doit nous quitter dans quelques minutes. Donc, s'il n'y a plus d'intervention, je vais remercier la députée de sa présence et rapidement vous informer que notre prochaine conférence aura lieu le 15 février avec l'avocate Sonia Cessé et nous allons nous interroger sur le droit de l'intelligence artificielle en Afrique et en Europe. Je vais juste pas passer la parole à la députée si elle a un mot de fin à nous adresser. Merci énormément pour cette conférence qui a la durée parfaite, parce que c'est vrai que voilà, dans les modalités comme ça en ligne, on a du mal à maintenir l'attention et l'animation pendant plus que ça. Donc, je trouve que c'est parfait comme ça. On s'est dit énormément de choses très intéressantes. Donc, merci encore pour l'organisation et bon courage à vous tous. Merci et merci à tous les participants. Et je crois par réseau mail, nous vous enverrons les invitations pour la prochaine conférence. Merci. Et bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.